La loi influence les entreprises à chaque jour. La loi vous influence en tant qu'employé. Donc, il y a beaucoup de lois qui ont une influence sur les entreprises qui a trait aux employés, tout simplement. À chaque fois que vous travaillez dans une entreprise, il y a des lois qui s'appliquent à vous et à la relation entre vous et l'employeur. Alors, commençons par les droits des employés qui sont prévus dans la loi à la diapositive numéro 20. Alors, premier élément de la loi, le droit à un environnement sain et sécuritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise doit protéger son personnel de tout accident, de tout incident qui pourrait mettre en danger la santé physique ou mentale des employés. C'est-à-dire que l'entreprise doit vous protéger. L'entreprise ne peut pas vous exiger de travailler dans un environnement non sécuritaire. Même dans des emplois à risque, comme par exemple parmi les emplois les plus à risque de notre société, pompiers et policiers, l'employeur a le devoir de faire travailler les employés dans un environnement sécuritaire, à tout le moins le plus sécuritaire possible. C'est ça l'idée. Et vous voyez en ce moment à la télé, sur Internet, plusieurs publicités de la CSST, donc de la Commission de la santé et sécurité au travail. Eux autres, leur travail, c'est quoi dans la vie? C'est un organisme public qui s'occupe de la sécurité et de la santé au travail de tous les travailleurs du Québec. L'entreprise dans laquelle vous travaillez paie des cotisations à la CSST. Et ce sont eux qui surveillent les employés. Ce sont eux qui ne surveillent pas les employés. Ce sont eux qui surveillent les employeurs pour voir si ceux-ci respectent la loi. La loi qui protège les employés, la loi qui protège la santé, comme j'ai dit tantôt, physique et mentale des employés. Deuxième élément de la loi, à l'intégrité de sa personne, donc c'est relié à la santé, à la sécurité, ça aussi. Troisième point, le droit à la vie privée. C'est-à-dire qu'un employeur doit protéger vos informations personnelles. Un employeur ne peut pas donner de renseignements personnels à votre sujet à une tierce partie sans votre autorisation. C'est-à-dire que quelqu'un ne pourrait pas arriver dans l'entreprise et dire moi, j'aimerais savoir où tel employé habite ou j'aimerais savoir le salaire de tel employé. C'est illégal. L'employé a le droit à la vie privée. L'employeur n'a pas à donner des informations privées à des tierces personnes. Quatrième point, le droit à la liberté d'opinion et d'expression. C'est-à-dire que l'employé peut dire ce qu'il désire si ce qu'il désire ne nuit pas à l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'employé peut avoir des opinions, l'employé peut parler de façon libre, mais si les propos de l'employé s'attaquent à l'entreprise, qui est son employeur, ben là, ça ne fonctionne pas. Il doit y avoir un lien de confiance entre l'employé et l'employeur. Ce qui veut dire que l'entreprise qui voit un de ses employés parler contre l'entreprise où l'employé travaille pourrait dire à cet employé, ben là, regarde, tu brises le lien de confiance, donc tu ne peux plus travailler ici. Parce que publiquement, tu as dénoncé ton employeur ou tu as dénoncé les pratiques de ton employeur. Évidemment, si ces pratiques sont illégales, c'est pas la même chose. Il est de le devoir d'un citoyen que de dénoncer une pratique illégale. Donc, si tu dénonces une pratique illégale de ton employeur ne peut pas te mettre à la porte pour ça.
Mais si tu dénonces ton employeur pour une pratique qui est parfaitement légale avec laquelle tu n'es pas d'accord et que tu le dénonces publiquement, par exemple sur Facebook ou dans des réseaux sociaux quelconques, là, effectivement, là, ton employeur serait en droit de te créer des problèmes face à la justice ou de te mettre à la porte. Mais de façon générale, l'employé a le droit à sa liberté d'expression et à sa liberté d'opinion. Cinquième point, le droit à la liberté de sa personne, évidemment, ça c'est quand même extrême, là. Ça veut dire qu'un employeur ne pourrait pas vous considérer comme esclave. Ça paraît gros, mais ça arrive malheureusement au Canada. Hein, si on revient sur Google et qu'on cherche esclave, je dirais pas esclave, peut-être le mot est un peu fort. Je chercherais femme de maison. On pourrait chercher esclave Canada. Je sais pas si on va trouver la nouvelle. Tiens. Canada, une femme de Vancouver accusée d'esclavage. Alors ça, c'est intéressant. Et ça arrive, là, malheureusement. À chaque année, il y a des nouvelles débiles comme ça euh, dans notre société, malheureusement. Donc, lisons un peu la nouvelle, vous allez voir c'est quoi. Et il y a beaucoup de nouvelles qui tournent autour de ce genre d'histoire ici. Donc, une femme de Colombie-Britannique a été inculpée de trafic d'êtres humains après avoir été accusée d'avoir fait venir une jeune femme d'Afrique et l'avoir forcée à travailler dans des conditions dégradantes, assimilables à l'esclavage dans sa maison de Vancouver. Donc, il y a des gens qui ont des sous, qui font venir des personnes ici, et il y a un programme là, du gouvernement fédéral où tu fais venir quelqu'un ici, la personne, habituellement une dame, travaille dans ta maison pendant 2 ans, elle est salariée, mais elle habite chez vous. Le salaire, évidemment, pas très, très élevé, mais tu as à la loger et à la nourrir. Et après 2 ans, ben à ce moment-là, elle est privilégiée là, pour rentrer au Canada à titre de résidente. On dit ici, Moutaz Lambda, 55 ans, présentement recherchant en vertu d'un mandat d'arrêt pour avoir embauché une Africaine de 22 ans, a annoncé la GRC le lundi après-midi. La GRC allègue que Lambda, donc la femme de 55 ans, avait promis à la victime un visa de travail et un emploi dans son salon de coiffure, mais qu'elle a plutôt forcé à travailler dans sa maison 18 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, ça, c'est illégal au Canada. Parce que les gens ont le droit à la liberté de sa personne. Et il y a du monde qui font venir des femmes de ménage ici, qui leur enlèvent leur passeport et qui leur disent, ben regarde, tu travailles ici, et là, ils les font travailler super fort, et comme on lit dans l'article, c'est assimilable à l'esclavage, et c'est évidemment complètement interdit ici. Autre point, le droit à des prestations lors d'un arrêt de travail et de la formation professionnelle. C'est-à-dire que l'employé qui est en arrêt de travail a le droit, par exemple, à l'assurance emploi et des trucs qui ressemblent à ça. L'employé a le droit à l'absence de discrimination, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dans votre emploi, être discriminé pour la couleur de votre peau, votre sexe, votre orientation sexuelle, votre religion. C'est évidemment interdit de par la loi au Canada. Et vous avez le droit à une pension de retraite. La pension de retraite au Canada, elle est de 4 ordres. Et ça, c'est intéressant. Il y a 4 niveaux de pension de retraite. Je vais laisser comme ça. Il y a 4 niveaux de pension de retraite au Canada. Premier niveau, ce qu'on appelle la sécurité de la vieillesse. La sécurité de la vieillesse, c'est la pension de retraite canadienne que tout le monde a le droit automatiquement. Il suffit d'être citoyen canadien et d'avoir résidé au Canada pendant 5 ans.
Tout le monde a droit à ça. Alors, on a le droit à une pension de retraite. Voilà la pension de retraite auquel on a le droit. Premier type de pension de retraite. Deuxième type de pension de retraite, vous êtes travailleur au Québec. Alors, si vous êtes citoyen canadien et travailleur au Québec, vous avez le droit à une pension de retraite versée par le Québec, qu'on appelle la RRQ, la Régie des rentes du Québec. Cette Régie des rentes du Québec, ou la rente de retraite qui vous vient de la Régie des rentes du Québec, est liée au nombre d'années où vous avez travaillé et au salaire que vous avez fait. Plus vous avez travaillé longtemps, plus votre rente de retraite du Québec sera élevée. Par contre, celle du Canada, il ne faut pas avoir travaillé. Être citoyen canadien, avoir résidé 5 ans au Canada, tout le monde reçoit exactement la même rente de retraite au Canada. Pour le Québec, c'est pas la même chose. Plus vous avez eu un emploi rémunérateur longtemps, plus vous allez recevoir des rentes de la RRQ. Troisième rente de retraite, c'est la retraite de votre employeur. Et ça, c'est pas obligatoire. Il y a des employeurs qui vont vous organiser une rente de retraite et d'autres qui ne l'organiseront pas. De 30 à 40 des Canadiens ont le droit à une rente de retraite de leur employeur. Et finalement, la quatrième rente de retraite que vous pouvez avoir, c'est celle que vous vous êtes construit vous-même en mettant de l'argent de côté dans un régime enregistré d'épargne retraite. Alors, on a le droit au Canada à une retraite universelle qui est donnée par le gouvernement canadien. Alors ça, c'est, si on revient à la diapositive 20, les lois et les droits des employés très, très généraux. À la diapositive 21, il y a les lois sur les normes du travail. Donc au Québec, il y a une loi qu'on appelle les normes du travail qui régissent comment vous pouvez travailler, comment vous pouvez être traité chez votre employeur. Ce sont les normes minimales. On peut vous donner mieux, bien sûr, mais on ne peut pas vous donner moins. Alors, le salaire minimum. Le salaire minimum, personne ne peut travailler en bas du salaire minimum. On sait qu'il y a deux types de salaire minimum. Le salaire minimum de base et le salaire minimum qui est un peu plus bas pour les gens qui travaillent à pourboire. Parce que le gouvernement a dit, mais comme vous recevez du pourboire, bien, votre salaire minimum à vous est plus bas. Aucun employeur au Québec ne peut vous faire travailler plus bas que le salaire minimum. Deuxième point, le tarif horaire est majoré de moitié après 40 heures de travail par semaine. Ça veut dire que si vous travaillez 40 heures et que vous faites, mettons, 12 $ de l'heure, à la 41e heure, vous devez être payé 12 $ plus la moitié du 12 $, donc 50 de plus. Donc, à la 41e heure, vous devez donc être payé 18 $ de l'heure. 12 plus 6. C'est une loi. Après 40 heures, vous devez être payé, on dit, à temps et demi. Troisième point, l'indemnité de présence correspond au minimum de 3 heures de salaire. C'est-à-dire, un employeur vous fait venir au travail à sa demande. Arrivé au travail, l'employeur s'aperçoit qu'il n'a plus besoin de vous. Il vous retourne à la maison. Il est obligé de vous payer 3 heures de salaire. C'est dans la loi. Un employeur ne peut pas vous demander de venir travailler et de ne pas vous faire travailler au moins 3 heures. Il y a des jours fériés. Alors, quels sont les jours fériés au Québec? Si on commence l'année, il y a le jour de l'an, le 1er janvier. Ensuite, nous avons la fête, attendez, déjà un blanc, donc le jour de l'an, la fête des Patriotes, la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada, la fête du travail, Noël et Pâques. Voilà. Donc, ça fait 7. Donc, si on reprend là, dans l'ordre, le Nouvel An, la fête des Patriotes, Pâques, la Saint-Jean-Baptiste, qui est la fête du Québec, la fête du Canada, la fête du travail qui est en septembre et Noël. Donc, il y a 7 fêtes. En plus de la fête, il m'en manque une, laquelle il me manque. J'ai un blanc. Recommençons. Donc, janvier, le Nouvel An. Février, mars,
il n'y a pas de fête. Ensuite, avril, c'est Pâques. Pâques, vous avez le droit soit au vendredi 5, qui est le vendredi, ou le lundi de Pâques, c'est un des deux. Ensuite, vous avez la fête des Patriotes, la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada. Ah, j'ai oublié l'Action de grâce, c'est ça. Donc, la fête du travail en septembre, l'Action de grâce en octobre qu'on va avoir bientôt, et Noël. Donc, ça fait 7 fêtes plus la fête nationale. Il peut y avoir des employeurs qui donnent plus de fêtes. Par exemple, un employeur pourrait décider de donner le vendredi de Pâques ainsi que le lundi de Pâques. Mais il est obligé de respecter la norme. Les vacances. Les vacances annuelles, c'est 2 semaines. OK? Donc, tout le monde qui travaille pendant 1 an consécutif a le droit à 2 semaines de vacances, soit 4% de son salaire. Après 5 ans, il a le droit à 3 semaines. Alors ça, c'est intéressant. Faisons un petit calcul et il y a toujours des questions par rapport aux étudiants à ce sujet. Parce que les étudiants ne travaillent pas à l'année. Donc, il y a souvent des questions sur, moi, j'ai le droit à combien de vacances? Alors, voici comment ça fonctionne. Premièrement, les vacances sont payées. Donc, vous avez le droit à 2 semaines de vacances payées. Calcul des vacances. Alors, c'est pas compliqué. À chaque heure, donc si on dit 2 semaines, 2 semaines, sur une année de 52 semaines, égale 2 semaines divisé par 52 semaines, ça fait 4%, comme on le voit ici dans la diapositive. 4% du salaire brut. Alors, je mets ça en pourcentage, ça fait 4%. À chaque heure où vous travaillez, l'employeur, ou à chaque jour où vous travaillez, ou à chaque semaine où vous travaillez, l'employeur met 4% de côté pour vous. Il ne vous donne pas ce 4%. Il le met de côté pour vous. Okay? Ce qui veut donc dire que supposons que une semaine égale 5 jours. Alors, 7 jours de travail par, pas 7 jours, 5 jours. 5 jours de travail par semaine. Alors, faisons un petit tableau. Faisons un petit tableau, on va dire ici semaine travaillée, semaine travaillée. On va dire plutôt le numéro de l'exemple. Le numéro de l'exemple, semaine travaillée, vacances, accumulées, payées. On parle ici des vacances payées. Évidemment, vous avez le droit chez un employeur de prendre toutes les vacances non payées que vous voulez s'il accepte. Les vacances non payées, c'est que vous prenez des vacances et l'employeur ne vous paie pas. Ici, c'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on parle des vacances qui sont payées par l'employeur. Alors, faisons quelques exemples de base, des très simples, juste pour nous permettre de comprendre. Voilà. Alors, on va l'appeler l'exemple 1, 2, 3, 4. L'exemple 4, l'exemple ultime, 52 semaines. Alors, les semaines de vacances travaillées, c'est évidemment en termes de semaines. Et les vacances accumulées payées, on va les afficher aussi en termes de semaines. OK? Donc, si tu travailles 52 semaines, tu as donc le droit à 52 semaines de vacances fois 4%, ce qui donne exactement 2 semaines. Okay? Ici, on va mettre les virgules. OK?
Supposons que tu travailles 3 mois. Donc, tu travailles 12 semaines. Alors, si tu travailles 12 semaines, tu as droit à 12 semaines fois 4%. Tu as donc le droit à quelque chose comme une demi-semaine de congé payé. On parle ici de congé payé. Si tu travailles 24 semaines, on ne dit pas 24 semaines, mais donc 26 semaines. 26 semaines qui est une demi-année exactement. Ensuite, tu travailles 26 semaines. Ben, tu vas évidemment avoir droit à une semaine de vacances. Si tu travailles 52, tu as le droit à 2. Si tu travailles 26 semaines, tu as le droit à une semaine de vacances. Et si tu travailles n'importe quel autre, mettons que tu travailles 34 semaines, alors 34 semaines fois 4%, ce qui fait 1,3 semaines de vacances payées. C'est comme ça que ça fonctionne, les vacances. Tu accumules des vacances et tu as le droit de les prendre de façon payée. Alors, supposons le cas suivant. Vous finissez l'école au mois, vous finissez l'université, toutes vos études, le truc final, vous finissez ça au mois de mai. OK? À partir du 1er mai, vous commencez à travailler. Donc, vous travaillez mai, juin, juillet, ce qui fait exactement, vous travaillez mai, juin, juillet, août, ce qui fait exactement 12 semaines. Après 12 semaines de travail, on est rendu en septembre, et là, vous dites à votre employeur, là, septembre, moi, j'aimerais ça prendre une semaine de congé parce que j'ai pas eu de vacances cet été, j'ai travaillé tout l'été. Fait que j'aimerais ça prendre une semaine de congé en septembre, dans la première semaine de septembre. Et là, l'employeur va vous dire, parfait, je vais te payer une demi-semaine parce que dans tes heures, tu as accumulé une demi-semaine de vacances et tu vas prendre une demi-semaine à tes frais. Donc, je vais te payer une demi-semaine et l'autre demi-semaine, je ne te la payerai pas. Donc, l'employeur aurait le droit de faire ça. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, les vacances. Et après 5 ans de travail, ben là, on parle de, comme on le voit ici, 3 semaines de vacances payées. Encore une fois, on peut prendre plus si notre employeur accepte, mais il ne peut pas nous donner moins. Et si on ne les prend pas, parce qu'il pourrait arriver qu'on ne les prenne pas, mettons que vous décidez de ne pas prendre vos vacances, bien, l'employeur devrait nous le payer quand même et payer le temps que nous avons travaillé. Mais c'est rare, là, quand vous travaillez à l'année, 52 semaines par année, normalement, les gens prennent leurs vacances parce que c'est quand même assez fatigant. Si un employeur vous licencie, donc si un employeur vous met à la porte, il doit vous avertir d'avance. Il ne peut pas vous mettre à la porte sans vous avertir d'avance. Si l'employeur vous met à la porte sans vous avertir d'avance, il est obligé de vous compenser financièrement en fonction du nombre de mois où vous avez travaillé. On le voit ici. Préavis de licenciement, 1 semaine après 3 mois de service. Vous travaillez 3 mois, l'employeur vous met dehors, il faut qu'il vous avertisse 1 semaine d'avance. Vous travaillez 3 mois, vous rentrez un matin, l'employeur vous dit « t'es dehors », il faut qu'il vous paye 1 semaine de travail. 2 semaines, si vous avez travaillé de 1 à 5 ans. Donc, même chose. Vous avez travaillé 5 ans chez un employeur, si vous met à la porte, il doit vous avertir 2 semaines d'avance. Si il ne vous avertit pas 2 semaines d'avance, il doit vous payer 2 semaines de salaire. Ici, 10 ans, c'est 8 semaines, donc c'est exactement le même principe. L'entreprise ne peut pas congédier sans motif valable un employé travailler plus de 3 ans de service. Donc, selon la loi, si vous avez travaillé 3 ans pour le même employeur, l'employeur ne peut pas vous mettre à la porte sans motif valable. Après 3 ans, tu ne peux pas devenir tout d'un coup mauvais. La loi dit non, c'est pas logique ça. Si tu as travaillé 3 ans consécutifs chez un employeur, ben, tu es donc un bon employé. Si l'employeur vous met à la porte, il doit avoir des motifs valables. Bon, les motifs valables sont quand même assez faciles à trouver, là. Ça peut être, par exemple, manque de travail. L'employeur vous met à la porte, pas parce que vous êtes un mauvais employé, mais parce qu'il n'y en a plus de travail pour vous, donc il vous met à la porte.
Donc, les motifs valables sont assez faciles à trouver. Si un employeur désire vous mettre à la porte, ben, la loi peut difficilement empêcher l'employeur de vous congédier. Si vous avez un congé de paternité, un congé de maternité, ce qu'on appelle aujourd'hui un congé parental ou une maladie quelconque, l'employeur ne peut vous mettre à la porte pour cette cause-là. C'est illégal. Évidemment, dernier point, le harcèlement psychologique est interdit. Le harcèlement psychologique, qu'est-ce que c'est? Ce serait un employeur qui vous met de la pression injuste sur vous. Ça serait un employeur qui parle mal. Par exemple, un employeur qui vous traiterait d'innocent ou d'imbécile, c'est un genre de harcèlement psychologique. Ce n'est pas permis de par la loi. Et ça, c'est assez récent, là. Ça fait environ 10 ans que cette condition dans la loi existe. Je vous invite à aller sur le forum et à aller mettre vos questions. Je suis certain que vous avez des questions à ce sujet auxquelles je pourrais répondre et éclaircir. La loi sur la santé et sécurité au travail, on en a parlé tantôt à la diapositive numéro 20. Vous n'allez pas au travail pour vous faire blesser, vous allez encore moins au travail pour mourir. Et malheureusement, il y a des accidents dans à peu près chaque milieu de travail. Et ça, c'est surveillé, comme on l'a dit tantôt. C'est surveillé par un organisme qui s'appelle la CSST. Et ça surveille les employeurs pour que les employeurs s'occupent correctement de la santé des employés. C'est un peu ça le principe, là. Et l'employeur doit tout faire pour que les employés ne se blessent pas dans le cadre de leur travail. Et vous n'êtes pas obligé de travailler dans un emploi qui met votre vie en danger ou qui met votre santé en danger. Lorsqu'on travaille, à chaque heure travaillée, vous remettez un petit pourcentage au gouvernement du Canada pour ce qu'on appelle l'assurance emploi. L'assurance emploi, c'est quoi? C'est une assurance qui protège une partie de votre revenu si vous perdez votre emploi. Alors, pas si vous êtes congédié, si vous perdez votre emploi, par exemple, pour un manque de travail. Alors, vous travaillez pendant 5 ans au même endroit, après 5 ans, l'entreprise fait faillite. Ou après 5 ans, les ventes de l'entreprise baissent, puis ils n'ont plus besoin de vous. Ils vous mettent à pied. À ce moment-là, vous avez le droit d'aller demander des prestations d'assurance emploi. Donc, pendant un certain nombre de semaines qui varient selon votre région, qui varient selon le nombre d'années que vous avez travaillé, vous allez recevoir un montant d'argent à rester chez vous, à vous chercher un emploi. Donc, l'assurance emploi, son objectif, c'est de donner du temps, de donner de l'argent aux gens le temps qu'il se trouve un emploi. Parce que avant, il y a 40 ans, il y a 50 ans, tu perdais ton emploi, tu n'avais plus rien. Donc, tu crevais de faim pendant un bout de temps là, avant de te retrouver un emploi. Aujourd'hui, on s'est donné un système, en fait, depuis plusieurs décennies, là, on s'est donné un système qu'on appelle l'assurance emploi, qu'on appelait avant l'assurance chômage. C'est pour ça que certaines personnes plus âgées appellent ça l'assurance chômage, qui permet de recevoir un revenu en attendant le prochain travail que vous allez vous trouver, parce que, évidemment, un emploi, ça ne se trouve pas en une semaine, là, bien souvent. Ça dépend évidemment de l'emploi que vous trouvez. Si vous perdez un emploi chez McDonald's au salaire minimum, bien, retrouver un emploi équivalent au salaire minimum risque d'être assez facile. Mais si vous perdez un emploi de gestionnaire, rémunéré 70 000 par année dans une grande entreprise, bien, vous retrouver un emploi similaire peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, l'assurance emploi, c'est pour assurer un petit revenu qui est moindre que le salaire que vous faites normalement en attendant de vous retrouver un autre emploi. Donc, c'est un excellent programme là, qui protège tous les Canadiens et les Canadiennes, comme dirait le meilleur des politiciens. Il y a une loi qui garantit l'équité en matière d'emploi, donc qui garantit qu'il n'y aura pas de discrimination de toutes sortes. L'employeur ne peut pas vous discriminer. L'employeur, comme j'ai dit tantôt, ne peut pas
réduire votre avancement, réduire votre salaire en fonction d'un handicap, en fonction de votre religion, de votre sexe, de votre orientation sexuelle, de votre couleur de peau, de votre couleur de cheveux, de la couleur de vos yeux, c'est n'importe quoi, là. Toute discrimination est interdite. Et ça, on a des chartes dans notre pays, la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui nous protège contre toute discrimination. Et ça, c'est important. C'est important parce que il n'y a pas si longtemps, ben écoute, il y avait des choses qui étaient plutôt bizarres, là. Si tu étais une femme, tu avais un salaire plus petit. Si tu étais marié, tu avais un salaire plus grand. Euh, Évidemment, aujourd'hui, ça serait complètement anormal, là. Ou bien, dans certains emplois, à l'époque, on ne parle pas de si longtemps que ça, on parle des années 40, des années 50. Si tu étais une femme et tu te mariais, ben, tu perdais ton emploi, ça marchait comme ça. Parce que une fois marié, ben là, il fallait que tu t'occupes de ta famille à la maison. Aujourd'hui, c'est plus permis, ce genre de choses-là. Pour un travail équivalent, le salaire doit être équivalent. Pour une performance équivalente, peu importe qui tu es, le salaire doit être équivalent. J'ai bien dit pour une performance équivalente. J'ai bien dit pour un travail équivalent. Le salaire doit être semblable, voire même identique. Les conditions doivent être semblables, voire même identiques, pour un travail et une performance équivalente. C'est important, là, c'est pas un détail. Qu'est-ce qu'une performance équivalente? Qu'est-ce qu'un travail équivalent? C'est difficile à venir évaluer, ça, ce genre de choses-là. C'est un truc qui n'est pas si évident que ça, là. Le régime de pension du Canada, le régime des rentes du Québec, j'en ai parlé tantôt dans la première diapositive où on disait qu'on avait le droit à une pension de retraite. Donc, il y a 2 programmes publics et 2 programmes privés. Le programme du Canada, tout le monde a une pension de retraite qu'on appelle la sécurité de la vieillesse, qui n'est pas un gros montant d'argent. On parle d'environ 600 $ par mois. Mais tout le monde a ça, que vous avez travaillé ou non, si vous êtes Canadien et que vous avez habité 5 ans au Canada. Et ça, même si vous habitez plus au Canada. Vous avez habité 5 ans au Canada, peu importe où vous habitez à votre retraite, vous avez le droit à la pension de retraite du Canada si vous êtes Canadien. Le régime des rentes du Québec, vous avez travaillé au Québec. Vous êtes citoyen canadien, vous avez le droit à une rente de retraite. Mais là, elle est variable en fonction du nombre d'heures que vous avez travaillé au Québec et en fonction du salaire que vous avez fait. Donc, quelqu'un qui a travaillé pendant 35 ans à 60 000 $ par année va avoir une plus grosse pension du Québec que quelqu'un qui a travaillé 5 ans à 22 000 par année. La pension du Québec, elle est universelle, mais reliée en fonction du nombre d'années ou du nombre de semaines que vous avez travaillé et de votre salaire. Ça, c'est les 2 régimes de pension publics au Québec. Et comme j'ai dit tantôt, il y a 2 régimes de pension privés qui est le régime de pension de l'employeur, qui n'est pas obligatoire, mais donné par la majorité des grands employeurs, et votre régime personnel qu'on appelle le REER, le régime enregistré, c'est ça, le régime enregistré, le REER, le régime, le REER, régime, j'ai un blanc, le régime enregistré de rente, c'est pas régime, le REER. Le REER, donc la rente privée que vous avez. REER, attendez, là, j'ai un blanc quand même assez grave. Qu'est-ce que ça veut dire précisément REER? Et pourtant, je suis un prof de fiscalité. REER. Régime enregistré d'épargne retraite. Régime enregistré d'épargne retraite. Donc, ça, c'est votre régime privé à vous.
En plus de respecter les lois qui ont trait aux employés, les entreprises, comme les individus d'ailleurs, doivent respecter toutes sortes de règlements municipaux qui ont trait au permis ou au zonage. Par exemple, vous ne pouvez pas, en face de votre usine ou en face de votre maison, faire construire une clôture de 10 pieds. Ce n'est pas permis par les règlements de la ville. Vous ne pouvez pas construire un stationnement à l'arrière de votre usine ou à l'arrière de votre maison si vous n'avez pas la permission de la ville. Vous ne pouvez pas prendre votre terre agricole pour construire des condos dessus. Ça, c'est un règlement de zonage. Donc, il y a des zones où on peut construire des maisons. Dans les maisons qu'on peut construire, il y a des restrictions sur le nombre d'étages. Et il y a des zones où on ne peut pas construire. Il y a des zones où on ne peut faire que de la culture. Donc, il y a je dirais pas une infinité, mais une myriade de permis et de règlements municipaux qui viennent régler notre vie. Et par exemple, peu importe où vous habitez, le voisin ne peut pas, demain matin, construire un immense garage en face de chez eux pour stationner ses 2 Hummers. Il va falloir qu'il demande un permis à la ville, il va falloir qu'il demande la permission à la ville, et la ville va probablement refuser. Si vous habitez en banlieue, le voisin ne peut pas enlever le gazon, enlever l'arbre qui est en face de chez eux pour mettre du béton ou de l'asphalte partout. Ça ne serait pas permis par la ville. Okay? Vous ne pouvez pas chez vous changer les fenêtres sans avoir la permission de la ville. Tout ce qui se voit de la rue, pour faire une transformation à ce sujet, vous devez avoir un permis et donc la permission de votre municipalité. Vous ne pouvez pas couper un arbre sur votre terrain. Vous ne pouvez pas changer la couleur de votre porte chez vous. Vous ne pouvez pas changer la forme de votre brique ou prendre la brique et mettre de la pierre à la place. Si vous désirez le faire, vous devez avoir la permission de la ville pour faire ça. Sans la permission, ce n'est pas permis. Point. Et là, il y a plein de règles. Vous ne pouvez pas, si vous avez une maison à 2 étages, vous ne pouvez pas construire un 3e étage sans avoir un permis de la ville, sans avoir la permission de la ville. Vous ne pouvez pas, à l'arrière de chez vous, mettre une piscine sans avoir la permission de la ville. La ville surveille les gens. La ville surveille aussi les entreprises. Pourquoi? Pour une raison bien simple, parce qu'il y a plein de monde bizarre qui nous entoure, qui ferait n'importe quoi s'ils n'étaient pas surveillés. Et là, aujourd'hui, c'est sévère parce que c'est bien surveillé, mais il y a 30 ans, c'était pas surveillé. Et il y a plein de gens qui ont fait des trucs bizarres, comme par exemple mettre de la brique rose en face d'une maison. Ça a existé, ça, pendant un certain temps. Aujourd'hui, évidemment, ça serait complètement, on pourrait dire, illégal ou non permis. Ensuite, il y a l'impôt. L'impôt, ça, c'est une loi très intéressante qui influence les entreprises et les individus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dit ici, là, un truc qui est relativement faux, dépendant d'où on se place. Le taux d'impôt au Canada et au Québec sont élevés par rapport à ceux d'autres pays. Il est vrai qu'au Canada et au Québec, le taux d'imposition des individus est élevé. Au Québec, le taux d'imposition d'un individu peut monter jusqu'à à peu près 50% si vous faites un salaire d'au-dessus de 150 000. Alors, ce qu'on dit dans notre société, c'est assez simple. Plus tu es riche, plus tu dois contribuer à la société. Plus tu es riche, plus tu dois donner de l'argent, de ton argent au gouvernement pour faire rouler la société. Donc, pour payer tout ce que vous voyez autour de vous, les professeurs, la police, les ambulanciers, les pompiers, les employés municipaux, etc., 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 etc. Donc, le taux d'impôt d'un individu, il est variable, il part à 0%. Si vous faites en bas de 12 000 $, vous ne payez pas d'impôt. C'est pour ça que les étudiants ne paient pas d'impôt.
Et plus votre salaire monte, bien, plus votre taux d'impôt augmente pour atteindre jusqu'à un sommet qui est à 49,5 ou autour de 50 à peu près. Un petit peu plus bas que 50. Pas tout à fait 50, mais vraiment pas loin. Là. Genre 48,75 ou 49,5. On pourrait vérifier là, sur Internet pour avoir le chiffre exact. C'est l'impôt des individus. Et c'est vrai qu'au Québec, on est les gens les plus imposés en Amérique du Nord et parmi les plus imposés dans le monde. En échange, on a des choses. En échange, par exemple, on a un régime de santé publique payé par nos taxes et nos impôts. En échange, on a un système de garderie publique payé par nos taxes et nos impôts. En échange, on a une assurance emploi payé par nos taxes et nos impôts. En échange, on a une assurance parentale payée par nos taxes et nos impôts. En échange, on a l'assurance automobile universelle payée par nos taxes et nos impôts. En échange, on a la santé sécurité au travail qu'on se paye tous collectivement. Donc, oui, on paie beaucoup d'impôts, mais on a beaucoup en échange. Il faut voir ça. Allez vivre aux États-Unis pour voir qu'effectivement, ils paient moins d'impôts, mais l'État est pas mal moins généreux qu'ici, là, clairement. Par contre, pour les entreprises au Canada, l'impôt n'est pas très élevé. L'impôt au Canada pour une entreprise est moins élevé que l'impôt pour la même entreprise aux États-Unis. Donc, au Canada, les entreprises ne paient pas beaucoup d'impôts. Et on donne donc un avantage aux entreprises à ce sujet. On leur dit, regarde, tu investis au Canada, tu crées des emplois au Canada, tu donnes de l'argent en termes de salaire à des employés qui, eux, vont payer beaucoup d'impôts. Donc, toi, l'entreprise, on te permet de ne pas payer beaucoup d'impôts. Et ça, c'est quand même très, très intéressant. Là. Pour une entreprise au Canada, le taux d'impôt est relativement bas, là, autour de, dépendant de l'entreprise, entre 15 et 25 %, qui est beaucoup, beaucoup moins grand que l'impôt d'un individu. Donc, c'est ça l'idée ici. L'impôt au Canada est prélevé à chaque paye. Lorsque vous recevez un salaire, l'impôt est prélevé. Et l'impôt est envoyé à la province ou au pays. Donc, l'impôt est prélevé à la source ici. Et c'est obligatoire. Les entreprises sont toutes des précepteurs d'impôts. Donc, les entreprises sont obligées de prendre l'impôt sur votre salaire et l'envoyer au gouvernement. C'est comme ça que ça fonctionne. L'impôt, c'est, comme on dit à la diapositive 27, extrêmement complexe. C'est pour ça qu'il y a des gens qu'on appelle des fiscalistes qui sont payés et très bien payés pour analyser la loi de l'impôt, pour permettre aux gens ou aux entreprises de réduire l'impôt à payer. Et eux, leur travail, là, c'est de trouver des façons pour diminuer l'impôt des entreprises et des employés, trouver des façons légales de diminuer l'impôt. Donc, le fiscaliste travaille sur les façons légales de diminuer l'impôt. Alors, ceci termine la section du chapitre 3 sur l'entreprise et la loi. Je vous invite à poser des questions sur le forum de discussion que vous retrouvez sur R. Posez-moi une question, je vais y répondre sur le forum, ça me fera grandement plaisir.